ce webinaire où on est très heureux de vous présenter des premiers résultats de notre étude qu'on a fait récemment en collaboration avec APECO. Je me présente, je suis Elfie Morin, je suis directrice générale des produits du Québec et je suis accompagnée de Julien. Bonjour Julien. Bonjour tout le monde. Donc, Julien est directeur économiste chez APECO et c'est principalement lui qui va vous expliquer aujourd'hui les différents résultats que nous avons eus et dont nous sommes très fiers. Quelques mots, en fait, avant qu'on vous présente les résultats. Je vais vous parler de l'histoire un peu derrière l'arrivée de cette étude-là, parce qu'on se l'est fait demander aussi. Pourquoi cette étude, pourquoi vous en êtes venu à développer un peu ce travail-là. Parce que rapidement, on a réalisé, en fait, quand il est question de données derrière l'achat local, que les résultats ne sont pas, il n'y avait pas vraiment de résultats concrets qui existaient quand on essayait de chiffrer un peu ces résultats-là. Donc, Juliette, tu peux peut-être tourner la page parce que déjà à cette étape-ci. Fait qu'il n'y a pas nécessairement de résultat, en fait, qui est concret derrière. C'est quoi l'impact exactement? Fait qu'on est parti de cette prémisse-là toute simple et on a décidé, en fait, de voir avec un partenaire comme APECO comment qu'on pouvait arriver à dire, OK, tout le monde se doute qu'acheter acheter des produits locaux, c'est bon pour l'environnement et c'est bon pour l'écologie, mais comment qu'on fait pour aller un petit peu plus loin? Qu'est-ce que ça veut dire exactement quand on essaie d'apporter de la donnée concrète derrière tout ça? Faut qu'on en est venu à un premier projet développé en collaboration où, moi, dans mon écran actuellement, je vois encore la page couverture. Je Ouais, ne c'est sais ça pas que si j'allais ça te change. demander. Je pense, oui, je t'ai rendu Ouais. à la page d'études Nous, de on voit la cas. bonne chose. Ah, C'est-tu bon, ben arrivé? parfait. C'est peut-être Ah, OK. si tout le Donc monde voit la là, bonne c'est la chose. page de la genèse, normalement. Parfait, tu peux la Oui. changer à la prochaine. OK, merci. Parfait. Donc, on en est venu à développer une méthodologie qui était très précise. On a demandé la collaboration d'entreprises adhérentes. Les entreprises adhérentes chez nous, aujourd'hui, on en a environ 150 dans différents secteurs pour les différentes marques de certification qui sont produits au Québec, fabriqués au Québec et conçus au Québec. Et à travers ce désir-là d'aller chercher la participation, on a voulu s'assurer d'avoir une certaine couverture dans différents secteurs et dans différentes marques. C'est pour ça que, comme vous voyez actuellement, ben, il y a différentes entreprises qui sont très, très, très différentes, qui ont des produits très, très différents, qui ont participé à l'étude, qui nous amènent à avoir certains résultats. Et vous allez voir, c'est un très petit échantillonnage, hein. C'est avec 9 produits qu'on est allé de l'avant, mais ces 9 produits-là représentent ensemble environ 252 produits, pour être très exact en termes de SKU unique quand on les regarde comme ça. Parce que vous comprendrez que quand on regarde un chandail, par exemple, de Poche et Fils et on le compare avec un chandail de la compétition, bien, le chandail vient dans différentes grandeurs, différentes couleurs, mais il ne change pas quand on regarde la comparaison de l'impact sur l'économie, sur l'écologie, ça ne change pas. Fait qu'on se permet de dire que notre échantillonnage de 9 produits, ben, il correspond en fait à 250 produits. Ça demeure quand même assez restreint. On en est tout à fait conscient. À ce jour, on a environ 60 000 produits qui sont vérifiés. Fait que c'est un très petit échantillonnage. Mais l'idée d'aller dans une étude avec laquelle on a décidé d'aller, c'est qu'on est très, très précis dans l'information dont on allait le chercher. Donc, c'est quand même assez. C'est une méthodologie qui nécessitait beaucoup de rigueur. Fait que le petit échantillonnage se justifie ainsi. Mais bien sûr, on regardera comment on peut agrandir tout ça dans un deuxième temps. Fait que sans plus tarder, je vais laisser Julien, en fait, te présenter de façon plus détaillée la méthodologie puis les résultats qui sont venus avec ce beau projet d'étude. Merci Elfie. Bonjour à tout le monde. Ça fait plaisir de vous voir avec nous aujourd'hui. Pour vous exposer un peu la méthodologie qu'on a suivie, Elfie vient de vous montrer l'échantillonnage de produits qui possédaient une certification les produits du Québec qu'on a sélectionnés. Et donc, pour chacun de ces produits-là, on est allé les jumeler, en fait, avec deux produits compétiteurs non québécois, donc qui sont importés et qui sont comparables. Donc, ça, c'est très important, cet aspect-là. Je vais y revenir tantôt. Mais par comparable, on entend notamment des produits qui remplissent la même fonction, donc qui ont le même usage.
et aussi qui ont une qualité comparable. OK? Donc, on fait des comparaisons ici à qualité similaire. Pour la collecte de données, on est allé dans un premier temps auprès des entreprises participantes, donc qui ont le produit certifié, et on leur a soumis un questionnaire là, assez détaillé sur c'est quoi exactement leur processus de production pour faire une unité de ce produit-là, que ce soit un chandail, du papier hygiénique, une glacière ou autre. Donc, combien de main-d'œuvre est nécessaire, les dépenses en énergie, les dépenses en matériaux aussi. Puis pour les matériaux, ben, d'où ça vient? Est-ce que c'est des fournisseurs pardon, qui sont au Québec? Est-ce que c'est des fournisseurs qui viennent de l'étranger? Idéalement, pour en arriver ultimement à un certain bénéfice après ça, avant impôt, qui est généré là, par la vente du produit. Donc, vraiment, pour les produits certifiés, on est capable de décomposer le prix de vente que le client va voir sur la tablette du magasin ou sur le site web, décomposer ce prix de vente-là entre toutes les composantes de où est attribué l'argent par la suite. Pour le volet des produits compétiteurs, on s'est basé sur une recherche Internet, donc pour obtenir des informations générales, notamment le prix, évidemment, s'il y a des frais de livraison. Et on a aussi complété certaines informations avec des données officielles de Statistique Canada, par exemple sur la marge de détail moyenne dans différents types de magasins au Québec. Et vous allez voir par la suite que cette quantité-là d'informations peut suffire à estimer les retombées économiques du produit compétiteur. On n'est pas nécessairement besoin de connaître autant de détails que pour les produits locaux. Donc, pour mettre un peu les choses, pour illustrer un petit peu la réflexion méthodologique qu'on a suivie, vous pouvez vous représenter qu'est-ce qui se passe avec votre argent quand vous achetez un produit, par exemple, dans un magasin, dans un détaillant directement. Où s'en va l'argent? Donc, ici, à gauche, vous avez un diagramme qui représente, mettons, l'achat d'un produit local, un produit québécois. Donc, vous voyez, il y a un prix de vente qui est affiché sur la tablette. Le client paye ce montant-là au détaillant. Et le détaillant, ben, lui, il se prend une certaine marge, qu'on appelle la marge de détail. Et après ça, vous voyez une flèche bleu pâle qui va vers la droite, tout de suite à l'étape du détaillant, vers des retombées locales. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que le détaillant, lui, avec sa marge de détail qui se prend sur la vente du produit, ben, il génère des retombées économiques au Québec parce que ben, il paye des employés leur salaire, il prend certains bénéfices, il paye des fournisseurs qui peuvent être en partie au Québec, en partie à l'étranger, et il va payer des taxes et des impôts. Donc déjà, à cette étape-là du processus, il y a certaines retombées économiques locales qui prennent place. Ensuite de ça, le détaillant, ben, lui, il a acheté le produit qu'il vient de vendre. Il l'a acheté à un fabricant, il l'a acheté à une entreprise, dans ce cas-ci locale. Donc, l'argent continue son chemin. Il y a une partie qui sera dans cette entreprise locale-là. Et encore une fois, ben, on a des retombées locales qui découlent de ça. Donc, il y a des emplois qui sont soutenus, des salaires qui sont versés, bénéfices, des taxes et des impôts et des fournisseurs. Et il y a aussi certaines importations qui peuvent arriver à cette étape-là. Donc, ça, c'est de dire, ben, l'entreprise locale, peut-être qu'il y a certains de ses matériaux ou certains des services informatiques, par exemple, qu'elle utilise, qui viennent de l'extérieur du Québec. Donc, il y a ce qu'on appelle des fuites. Il y a une partie de l'argent qui ne se traduit pas en retombée économique au Québec, mais qui va plutôt constituer une retombée économique à l'étranger. Donc, il y a une partie de fuite comme ça. Fait que ça, c'est si on achète un produit local.
il y a donc deux grandes étapes de retombées qui ont lieu au Québec. Si on regarde maintenant le diagramme à la droite, ben, vous voyez que c'est à peu près la même représentation, sauf que ici, le détaillant, on suppose qu'il a acheté le produit d'une entreprise étrangère, non québécoise, et donc il verse cet argent-là à l'étranger. Cette entreprise-là, qui est située aux États-Unis, en Europe ou en Asie, peu importe, euh, elle va payer des salaires, elle va soutenir des emplois, elle va payer des taxes et des impôts là où elle est située, mais ce ne sera pas des retombées économiques locales, ou du moins, on va faire l'hypothèse qu'il n'y a pas de retombées économiques locales. Donc, elle n'a pas, par exemple, de fournisseurs là, pour ces matériaux qui viendraient du Québec. Ça, on va y revenir aussi. Donc, c'est vraiment là la grande distinction entre l'achat de deux produits locaux ou étrangers. C'est la deuxième étape de retombée économique qui a lieu ou n'a pas lieu sur le territoire du Québec. Maintenant, si on regarde ça juste comme ça, peut-être que vous pensez, bon, mais c'est évident, le produit québécois va simplement toujours générer plus de retombées économiques que le produit étranger parce que il y a carrément une étape de plus de retombées qui a lieu ici. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. La raison étant qu'il y a un autre argument qui nous dit qu'avec la mondialisation, avec la spécialisation de certains pays dans différents domaines, différents créneaux, soit parce qu'ils ont des ressources naturelles idéales pour faire un certain type de produit, soit parce qu'ils se sont, avec le temps, vraiment spécialisés au niveau de la main-d'œuvre pour faire un certain type de produit, ben, il est possible que un produit étranger à qualité égale soit beaucoup moins cher que si on le faisait ici, par exemple. Donc, dans ces cas-là, il y a quand même un avantage qui va aux produits importés parce que ça a pour effet d'accroître le pouvoir d'achat des Québécois et des Québécoises. Donc, si on a un pouvoir d'achat accru, on est relativement plus riche et on peut allouer nos ressources, allouer notre argent à faire d'autres activités économiques qui, elles aussi, vont avoir des retombées. Donc ça, on va y revenir, mais c'est juste pour vous dire, c'est pas une évidence absolue qu'un produit local va systématiquement avoir des retombées plus élevées. Donc justement, pour l'écart de prix, donc dans nos comparaisons de produits, on va aller calculer, bon, mais c'est quoi le différentiel de prix à qualité égale toujours. Et s'il y a un écart de prix, ben justement, on va dire, bon, mais si la personne avait acheté le produit équivalent le moins cher, elle aurait fait des économies qu'elle aurait pu redépenser ailleurs dans l'économie. Et donc, ça aurait généré des retombées également. OK? Cette étape-là de l'analyse peut être en faveur du produit importé comme en faveur du produit local. OK? Vous allez voir dans certains cas, on a trouvé qu'à qualité égale, dans notre échantillon, c'était le produit québécois qui était le moins cher. Donc, dans ce cas-ci, l'avantage de l'écart de prix, si on veut, va au produit local, mais dans d'autres cas, ça peut aller au produit importé. Donc, ça, c'est l'illustration des différentes étapes. Maintenant, on va rentrer un peu plus en détail dans un exemple chiffré Si je peux, sur mon si calcul. je peux, Oui, si je peux me permettre, Julien, n'hésitez pas, j'ai oublié de le mentionner en début de rencontre, mais si vous avez des questions, vous pouvez soit lever la main ou soit les écrire. On va les prendre en considération pour les adresser au fil des tableaux parce que c'est quand même des tableaux avec des chiffres. Fait que peut-être que la question va vous venir spontanément. Fait que n'hésitez pas à la poser. tout à fait. Ça peut être dans le clavardage, en levant la main, tout est le bienvenu. Parfait. Donc ici, on va voir ensemble un exemple fictif de calcul de retombées économiques sur le PIB et sur l'emploi si on achète un produit local. Donc, le tableau est réparti, les lignes, c'est les différents postes de coûts, si on veut. Donc, vous voyez en haut à gauche, on a prix de vente 20 $. Donc, on suppose que le produit est vendu 20 $ sur la tablette.
Et ce qu'on va venir faire dans les colonnes à la gauche de la colonne A, c'est qu'il existe auprès de Statistique Canada ce qu'on appelle des multiplicateurs de retombées économiques qui nous permettent d'estimer il y a combien d'emplois en moyenne qui sont soutenus pour chaque dollar de revenus, ou il y a combien de salaires qui sont versés, combien de bénéfices, etc. Et la manière d'interpréter un multiplicateur, ça va être, par exemple, pour 1 $ de revenu brut fait par l'entreprise, il y a 84 sous de PIB qui est généré au Québec, dans ce cas-ci. Donc, puis le PIB, pour faire simple, c'est essentiellement les salaires, les profits, les taxes et les impôts, là, mais on peut résumer à, vous pouvez vous imaginer, salaire, profit, ça en comprend une bonne partie. Donc, dans notre cas, ici, on a un prix de vente à 20 $. Vous voyez, deuxième ligne, on suppose qu'il y a une marge du détaillant de 5 $ ici. Donc là, déjà à cette étape-là, il y a des retombées économiques qui ont lieu parce que le détaillant touche un revenu de 5 $. Et puis là, les multiplicateurs nous disent que pour chaque dollar, il y a 84 sous de PIB qui est généré. Donc, si on multiplie la colonne A par la colonne B, on obtient la colonne D qui nous donne 4,20 $ de PIB local qui est généré par cette étape-là. Ensuite de ça, on peut faire la même chose avec le multiplicateur de l'emploi. Là, c'est des très petits chiffres parce que vous devez vous imaginer que avant de soutenir un emploi, ça prend beaucoup, beaucoup de dollars de revenus. Mais c'est pas grave. Ça peut être calculé pour n'importe quelle ampleur de montant. Donc, encore une fois, on multiplie ici la colonne A, cette fois-ci par la colonne C, le multiplicateur de l'emploi, et on obtient les retombées locales sur l'emploi dans la toute dernière colonne. Donc, pour l'étape de la vente au détail, on est capable d'estimer nos retombées locales. Prochaine ligne, on a le revenu de l'entreprise locale. Donc, le 15 $ qui reste, c'est ce que le détaillant, lui, a payé à l'entreprise locale pour obtenir le produit. Et avec ce revenu-là, l'entreprise locale, ben, elle va payer différents coûts. Donc, de la main-d'œuvre. Ici, on suppose qu'elle a un fournisseur au Québec qui lui donne des pièces en bois et qu'elle a aussi des fournisseurs étrangers où elle dépense 1 $. Et après avoir payé tous ces coûts-là, ben, elle dégage un bénéfice avant impôt de 2 $. Ici, donc, on a encore une fois les multiplicateurs qui s'appliquent. Donc, pour la main-d'œuvre, ça, c'est des salaires, c'est de la rémunération. On a un multiplicateur du PIB de 1. Pourquoi? Parce que du salaire, c'est du PIB directement. Donc, on multiplie le 8 $ par 1 et on a nos retombées sur le PIB. Notre fournisseur local de bois, on sait qu'on lui achète pour 4 $ de matériaux. Et encore une fois, Statistique Canada est en mesure de nous dire, pour un fournisseur de pièces de bois moyen au Québec, vous allez avoir 64 cents de PIB pour chaque dollar de revenu. Donc, on multiplie ça ensemble, ça nous donne nos retombées sur le PIB et sur l'emploi. Les fournisseurs étrangers, donc le 1 $ qui s'en va dans les fournisseurs étrangers, les multiplicateurs sont 0 parce qu'il n'y a pas, on suppose qu'il n'y a pas de retombées locales liées à ça. Et finalement, les bénéfices avant impôt, mais ça aussi, c'est un multiplicateur de 1 parce que c'est du PIB directement. Donc, on a décomposé, on est parti de notre 20 $, on l'a réparti en tous les postes de coûts, puis on est allé estimer à chaque étape c'est quoi les retombées en termes de PIB puis d'emploi. Ce qui nous reste à faire ici, c'est l'emploi soutenu donc par l'entreprise locale. Donc ça, c'est pas nécessairement évident de dire, pour faire un chandail, j'ai soutenu 1/1000 d'emploi. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde de manière générale, l'entreprise compte combien d'employés en équivalent temps complet, ici 50. On leur a demandé c'est quoi leur chiffre d'affaires global, dans l'exemple ici 5 millions. Et ça nous permet d'estimer, pour chaque dollar de revenu que l'entreprise fait, en moyenne, elle va soutenir combien d'emplois en équivalent temps complet.
Donc, on construit notre propre multiplicateur pour cette entreprise-là. Et ensuite de ça, ben, on multiplie le 15 $ de revenus que l'entreprise a fait par le multiplicateur de l'emploi personnalisé et ça nous donne notre dernière retombée sur l'emploi. Donc, on est capable de faire ensuite la somme de la colonne D et de la colonne E pour avoir les retombées économiques directes et indirectes sur le PIB et sur l'emploi pour une unité du produit qui serait vendu. Bien. On a 2 secondes, voir s'il y a des mains levées. Pas pour l'instant. Parfait. Donc, ça, c'est le calcul pour un produit local. Pour les produits étrangers, les étapes vont se ressembler. Je vais prendre une seconde pour discuter de notre hypothèse que le produit étranger n'a pas de fournisseur au Québec. Ici, je vous donne un exemple. Ce n'est pas tous les compétiteurs qui viennent d'Asie, mais il y en a quand même plusieurs dans le domaine des biens de consommation. Vous voyez ici la part qu'occupe le Québec, donc les exportations du Québec vers l'Asie, en proportion de tout ce que l'Asie importe en termes de produits. Donc, on est une très petite fraction des importations faites par l'Asie, moins d'un demi-point de pourcentage. Et de surcroît, quand on regarde le type de produit que le Québec exporte, on n'exporte pas exactement des choses qui rentrent dans la fabrication de biens de consommation, du moins pas de façon évidente. Nos exportations principales, c'est du bois d'œuvre pour la construction, des pièces aéronautiques, des minerais non transformés. Donc, nous, on a jugé que c'était une bonne hypothèse de dire que l'entreprise étrangère n'a pas de fournisseur québécois. Si c'était le cas, ben là, ça voudrait dire qu'il y a une partie de l'argent qui sort vers l'entreprise étrangère puis qui revient en partie au Québec. Mais vraiment, on n'a trouvé aucun indice là, dans les données ou dans les discussions qu'on a eues qui laisserait voir que c'est quelque chose qui se produit souvent. Donc, cette hypothèse-là va simplifier grandement notre calcul. Ici, vous avez le calcul des retombées économiques pour un produit importé. Donc, on part comme tantôt en haut à gauche. Ici, on suppose qu'on a un prix de vente de 15 $. Donc, le produit est importé à qualité égale et un peu moins cher. Il y a toujours une marge de détaillant qui est estimée selon la marge moyenne dans le secteur. Donc, un 3,75 $ de revenus pour le détaillant. Puis ça, ben, ça génère des retombées économiques au Québec. Okay, le détaillant, il paye des salaires, il paye des fournisseurs, il y a des profits, il paye des impôts, etc. Donc, il y a des retombées qui se produisent là. Et ensuite, ben, la différence, donc le 11,25 $, ça, ben, c'est le détaillant qui l'a payé à l'entreprise étrangère pour obtenir le produit. Et c'est à cette étape-là qu'on perd la visibilité sur où s'en va exactement ce 11,25 $ là. Mais on sait par nos recherches où sont situées les entreprises des produits compétiteurs qu'on a regardés, où sont manufacturés les produits spécifiques qu'on compare. Et ben, comme je vous le disais, on va supposer que toutes les dépenses que cette entreprise-là va faire en main-d'œuvre, les impôts qu'elle va payer, les profits et ses fournisseurs, il n'y aura rien de québécois là-dedans. Okay? Donc, il n'y a pas de montant attribué là. Donc, il n'y a pas de retombée économique liée là, à l'étape, par exemple, de la fabrication ou de la conception du produit étranger. Donc, ça simplifie le calcul. On fait la somme, encore une fois, des colonnes D et E et on obtient les retombées économiques directes et indirectes sur le PIB et l'emploi pour le produit importé. Maintenant, dernière étape, c'est les fameuses retombées qui découlent de l'écart de prix. Okay? Ça, c'est très important parce que il faut prendre en compte le fait que un produit importé qui serait de qualité comparable, qui permettrait de remplir le même besoin et qui serait beaucoup moins cher,
ben, c'est un avantage, y compris c'est un avantage pour les consommateurs du Québec, parce que ben, ça accroît le pouvoir d'achat. OK? Puis avec les économies qu'ils font, ils permettent de faire rouler d'autres activités économiques. Donc, dans notre exemple, on a un écart de prix de 5 $. Donc, le produit certifié, on supposait qu'il était 20 $. Le produit équivalent importé, 15 $. Donc, on a un écart de prix de 5. Et maintenant, ben, avec ce 5 $-là, qu'est-ce que le consommateur typique ferait? C'est pas évident, ça non plus. Est-ce qu'il va le dépenser? Est-ce qu'il va l'épargner? Un peu des deux. S'il dépense, il va le dépenser dans quel secteur économique? S'il l'épargne, il va l'épargner en obligations, en actions, des entreprises étrangères, des entreprises québécoises. Un monde de possibilités est possible. Donc, nous, ce qu'on a adopté comme approche, c'est de rester vraiment dans le cadre du calcul des retombées économiques où on suppose que tout l'argent est dépensé. Et on a utilisé un multiplicateur de retombées économiques moyen, dans le fond, pour l'ensemble de l'économie du Québec. Donc, ça veut dire que ben, peut-être qu'il y a un consommateur qui aurait dépensé plus en épicerie, mais l'autre aurait dépensé plus en logement, en informatique. Donc, on utilise un multiplicateur moyen de retombées économiques pour l'économie du Québec. Donc, ça, même processus, on multiplie le 5 $ par les deux multiplicateurs du PIB de l'emploi, puis ça nous donne les retombées additionnelles qui seraient possibles de générer si le consommateur achetait le produit importé au lieu du produit certifié. Bien, avec son économie de 5 $, il viendrait permettre de générer un autre 3,85 $ de PIB et une certaine fraction d'emplois soutenus également. Okay, donc là, on a vraiment fait le gros du travail. Okay, donc, toutes nos étapes, on a suivi l'argent, où elle s'en va, et à chaque étape pertinente, on a estimé les retombées économiques au Québec des différentes étapes. Donc là, on est prêt à faire la compilation de tout ça. Donc, ce que vous avez ici, c'est toujours pour l'exemple fictif, les retombées directes et indirectes du produit certifié, donc 16,76 de PIB, produit importé 3,15 de PIB. Et ce qu'on vient calculer, c'est un écart en pourcentage. Donc, c'est un écart relatif. Ici, 432 %. Ça veut dire que ben, le produit certifié a généré un peu plus que 5 fois plus de retombées directes et indirectes sur le PIB québécois. Ensuite, on a les retombées dues à l'écart de prix. Donc, même chose, on les inscrit là. Ces retombées-là, comme je vous le disais, dans l'exemple ici, elles sont en faveur du produit importé, mais si c'est le produit certifié qui avait été moins cher, on les aurait retrouvées dans la colonne du produit certifié. Ça aurait été en faveur du produit local. Et finalement, on a nos retombées donc totales, donc direct, indirect et dû à l'écart de prix. Et vous voyez que dans l'exemple qu'on a ici, ben, le produit certifié reste favorisé, donc il y a plus de retombées qui découlent de son achat. Mais vous voyez à quel point prendre en compte l'aspect de l'écart de prix peut faire une grosse différence. Donc, on est passé de 5 fois plus de retombées sur le PIB à 2 fois plus de retombées sur le PIB. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel on insiste, là, qui est important à considérer pour avoir l'image au complet des retombées économiques de chacun des types de produits. Alors, on a appliqué donc cette méthodologie-là à chacun de nos 9 produits certifiés de notre étude de cas, comparé pour chacun d'entre eux à 2 compétiteurs de qualité similaire. Et les résultats totaux pour notre échantillon sont les suivants. Donc, on a trouvé que les produits certifiés généraient en moyenne presque 8 fois plus de bénéfices avant impôt pour les entreprises, presque 4 fois plus de PIB dans l'ensemble au Québec, soutiennent 3 fois et demi plus d'emplois en équivalent temps plein, et en termes de revenus de travail, génère presque 3 fois plus de revenus pour les travailleurs.
Donc ça, c'est quelque chose de majeur. Donc non seulement notre analyse a montré que l'avantage était positif pour les produits certifiés. On n'a eu aucun cas là, où le produit certifié était désavantagé par rapport au produit importé, même si ça aurait pu être possible si le produit importé avait été beaucoup moins cher. Dans certains cas de figure, pour certaines variables, l'écart peut parfois être relativement faible. Par exemple, on avait un produit fait au Québec avec des compétiteurs ontariens ou au Nouveau-Brunswick. Bon, ben là, les dépenses sont quand même similaires. Puis c'est un produit qui n'était pas très dispendieux. Mais règle générale, l'avantage était en faveur là, du produit québécois. Et ce n'est pas des petits avantages. Donc, ça, c'est la deuxième contribution de notre analyse. C'est démontrer que l'impression que plusieurs d'entre nous avons que les produits locaux génèrent plus de retombées économiques locales est vérifiée, mais aussi l'ampleur de cet avantage-là apparaît non négligeable. Donc, on ne parle pas de petits avantages, c'est quand même des écarts très, très grands qui peuvent faire une différence. Si je vous montre un peu certains résultats un peu plus en détail pour l'impact économique. Donc ici, vous avez pour chacune des variables sur lesquelles on a calculé les retombées, donc PIB, revenu de travail, bénéfices, emploi. Vous voyez l'écart moyen et le minimum et le maximum dans notre échantillon. Donc vraiment, dans certains cas, là, ça peut faire une grande différence, surtout au chapitre des bénéfices avant impôt, parce qu'évidemment, si l'entreprise est non québécoise, étrangère, ben, les bénéfices avant impôt quittent la province en bonne partie. Et ce qui est intéressant ici, c'est que vous pouvez voir dans les 3 dernières colonnes, on a aussi séparé nos calculs par type de certification que le produit avait. Conçu au Québec comprenant moins d'étapes de la chaîne de valeur qui sont réalisées au Québec. Fabriqué au Québec, un peu plus d'étapes. Produit du Québec, plusieurs étapes, presque la totalité là, du processus de fabrication qui est fait au Québec. Et ce qu'on voit, c'est que ben, l'avantage en faveur du produit local tend à grossir plus il y a d'étapes de la chaîne de valeur qui sont réalisées localement. Donc, encore une fois, ça reste un résultat intuitif, mais ce n'était pas garanti qu'on allait obtenir ça dans notre échantillon. Mais oui, règle générale, en moyenne, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un avantage qui est substantiel et il grossit au fur et à mesure qu'il y a plus d'étapes de la chaîne de valeur qui sont réalisées localement. Donc, je vais passer à l'étape maintenant des retombées environnementales, des écarts d'impact environnementaux. S'il y a des questions sur les aspects économiques, vous pouvez vous manifester à l'instant ou sinon à la fin. Quelques secondes. On va continuer. D'accord. Alors, il y avait aussi un volet environnemental à notre étude. Donc, ce qu'on a fait ici, c'est toujours avec nos mêmes produits qu'on a sélectionnés, qui sont certifiés. On a estimé leurs émissions de gaz à effet de serre selon une analyse de cycle de vie. Donc, il y a un outil en ligne qui est disponible qui s'appelle 2030 Calculator, qui reprend en fait des tableaux de calcul d'émissions de gaz à effet de serre selon différentes étapes là, du cycle de vie. Donc, ça part vraiment de l'acquisition des matériaux à la source, le processus de fabrication selon si c'est du plastique, du bois, du métal, le poids du produit, l'énergie, le type d'énergie utilisée, est-ce que ça vient du charbon, est-ce que ça vient du solaire, de l'hydroélectricité, puis le transport jusqu'au point de distribution. Donc, nous, on a supposé, dans notre cas, une distribution à partir de Montréal, donc juste parce que c'est là que la population est concentrée. Donc, essentiellement, on regarde ici le même produit
Donc, par exemple, un chandail pesant 200 grammes. Et on fait vraiment la simulation. Mais s'il est produit au Québec, en Beauce, puis qu'il se rend à Montréal, ça va émettre combien d'équivalent CO2? Et si on produisait le même chandail, donc identique, mais qu'on le produisait, par exemple, aux Philippines, ben, combien ça générait de CO2 équivalent pour l'acquisition des matériaux, la fabrication et l'amener jusqu'à un centre de distribution qui serait à Montréal. Donc, c'était super intéressant comme outil. Et ce qu'on voit, donc les résultats que ça nous donne, c'est que en moyenne, les produits importés, donc l'équivalent importé, génèrent 34 plus de gaz à effet de serre que son équivalent certifié. Et encore une fois, on a donc plus il y a d'étapes de la chaîne de valeur faites au Québec, plus l'avantage en termes de réduction des GES est important. Et ici aussi, on a quelques cas de figure, là, où si vous voyez la ligne minimum, où il n'y a pas vraiment d'avantage. Encore une fois, c'était dans le cas où le produit compétiteur est fait très, très proche, par exemple, du Québec. Donc là, c'est plus l'écart est plus négligeable. Mais en moyenne, ça permet là, de réduire l'empreinte environnementale en termes de GES de la fabrication du produit. Et je vais terminer là-dessus. Chose intéressante qu'on a remarqué, c'est que souvent on a en tête l'aspect transport quand on pense à l'avantage de la fabrication locale. Euh, L'aspect transport joue définitivement un rôle parce que le produit importé qui vient justement, par exemple, des Philippines doit venir sur beaucoup plus de kilomètres que s'il est fait en Beauce. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que quand un chandail nous vient d'Asie, ben, il est transporté sur un énorme bateau rempli de conteneurs qui pollue sur une grande distance, mais qui transporte peut-être des milliards de chandails à l'intérieur du bateau. Donc, l'impact environnemental du transport par chandail peut être relativement faible comparativement à un camion au Québec qui fait un petit trajet. Mais un camion, ben, c'est moins efficace qu'un gros bateau. Puis ça transporte surtout moins de chandail dans son coffre. Donc, le transport joue un rôle, mais ce n'est pas nécessairement là qu'il y avait le plus grand avantage pour la fabrication locale. Là où il y avait un grand avantage, c'est vraiment par rapport à l'énergie à laquelle on a accès au Québec, qui est en vaste majorité de l'énergie renouvelable, par rapport à d'autres pays, notamment en Asie, où il y a encore beaucoup de charbon. Et donc, le processus de fabrication lui-même et d'extraction des matériaux et tout ça est plus polluant en moyenne. Donc, quand même un aspect intéressant à rajouter à notre réflexion quand on pense à ce sujet. Alors, sur ce, on est rendu à la période de questions. Il nous reste amplement de temps, donc n'hésitez pas. Ben, écoute, c'est tellement bien expliqué, Julien, qu'il n'y a aucune question qui vient de façon spontanée. Si jamais c'est le cas et vous en avez, nos coordonnées sont à la fin du document, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, que ce soit moi ou Julien. Moi, je me permets de prendre quelques minutes. Premièrement, merci beaucoup, Julien, de l'explication. C'était très bien vulgarisé, c'est très intéressant et c'est surtout très rigoureux. Moi, je veux vous parler de la suite parce que cette étude-là, c'était un premier pas vers l'acquisition de données plus concrètes sur l'achat de produits locaux. C'est sûr qu'on se penche sur la question sur comment agrandir notre échantillon, compte tenu on a beaucoup de rigueur derrière la collecte de données. Ça prend aussi des entreprises qui ont envie de participer et qui ont le temps de participer. On va se pencher sur la façon de rendre le tout accessible tout en gardant cette belle rigueur-là. Vous allez voir, l'étude, elle est disponible sur notre site web. Donc, ce que Julien vous a présenté comme tableau de façon un peu plus à titre d'exemple, bien, chaque entreprise a ses propres tableaux tout en conservant la confidentialité des entreprises. Donc, les données ne sont pas disponibles telles quelles, mais vous allez pouvoir voir un peu le même chemin que Julien a expliqué. Donc, vous allez voir qu'il y a quand même une bonne
un bon niveau de détail là, qui est requis pour arriver à tout ça. Fait qu'on se penche là-dessus, sur comment agrandir notre échantillonnage pour pouvoir, l'objectif dans tout ça, dans le fond, c'est de pouvoir parler aux consommateurs et de démontrer cet impact-là. Fait qu'on arrive déjà avec des premières données probantes qu'on va pouvoir utiliser, mais dans un monde idéal, on veut que ça se rende à la tablette, on veut que le consommateur puisse déjà, dans son imaginaire, voir mais en quoi le choix d'un produit versus un autre a un impact concret sur l'économie québécoise et même l'environnement en tant que tel. Donc, on va se pencher sur ces deux éléments-là. Et on espère bien sûr qu'une étude comme celle-là va non seulement contribuer à faire cheminer le discours de l'achat local, mais aussi à motiver des entreprises à vouloir mettre de l'avant leurs produits québécois parce que clairement, il y a un avantage qui est plus qu'instinctif. Donc, ça serait mon mot de la fin. Comme il n'y a pas de questions, je pense, qui sont venues, je vais quand même regarder la conversation si ce n'est pas seulement des. Bien, parfait, il n'y a pas de questions, Julien. Donc, c'était encore une fois très bien expliqué. Merci beaucoup à toi et à ton équipe pour cette participation-là. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et n'hésitez pas, si jamais une question vous vient, on est disponible. Bonne journée. Merci à vous.